Vous connaissez tous l'histoire du crash de Roswell. Un ovni écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique, des débris mystérieux, une annonce de l'armée, puis un démenti. Mais derrière cette version officielle, il existe d'autres récits, plus discrets, plus dérangeants, et peut-être encore plus fascinants. Parmi les innombrables témoignages qui entourent le dossier Roswell, parmi les discours militaires, les déclarations de témoins et les rumeurs qui gravitent depuis des décennies autour de cette affaire, il existe un document à part, un témoignage mystérieux, troublant, presque irréel, celui de l'infirmière militaire affectée à la base de Roswell. Il s'agit du dossier Earl. Et croyez-le ou non, cette infirmière aurait communiqué directement avec un extraterrestre rescapé du crash de Roswell. Un être qu'on appellera plus tard Earl, une entité non humaine et intelligente, capable de communiquer. Ce que cette infirmière aurait appris, ce qu'elle aurait consigné dans ses notes secrètes, pourrait bien remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur notre planète et nos origines. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble ce fameux dossier Earl et le témoignage incroyable de l'infirmière de Roswell. Accrochez-vous parce que cette histoire pourrait bien vous surprendre. Bon, on connaît tous l'histoire du crash de Roswell, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'au milieu de tout ce cirque médiatique et militaire, il y aurait eu un survivant. Et oui, un extraterrestre bien vivant, capturé par l'armée et mis à l'abri sur une base militaire. Et c'est là que rentre en scène notre héroïne du jour, Matilda O'Donnell McElroy. Une infirmière militaire à l'époque qui se retrouve un peu malgré elle, et un peu parce que sa hiérarchie l'a bien voulu, chargée d'entrer en contact avec cet être pas comme les autres. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle allait se retrouver face à une créature extraterrestre, capable de communiquer avec elle par télépathie. Des échanges qui ont duré entre le 9 juillet et le 31 août 1947, presque 2 mois pendant lesquels Earl lui aurait révélé des informations incroyables. Bien des années plus tard, Matilda, désormais âgée et consciente qu'elle ne pourra pas emporter ce secret dans la tombe, décide de raconter tout ce qu'elle a vécu. Elle envoie ses notes et ses enregistrements à un certain Lawrence Spencer. Lui, il en fera un livre, Alien Interview, publié en 2008. Alors, canular ou simple témoignage qui change tout, vérité ou légende moderne? On va remonter le fil de cette affaire fascinante en gardant la tête froide. Et vous allez voir que cette histoire est aussi incroyable qu'improbable. Mais c'est justement ça qui est le plus intéressant. Toute cette histoire du dossier Earl démarre donc officiellement en 2008 avec la publication du livre de Lawrence Spencer, Alien Interview. Mais parlons un peu de ce monsieur, parce qu'il est quand même au cœur de cette affaire. Lawrence Spencer, c'est pas un militaire top secret, ni un scientifique caché dans un laboratoire souterrain, ni même un agent du FBI déguisé en auteur. Non, c'est rien de tout ça. C'est juste un écrivain indépendant, un passionné de tout ce qui touche à l'inexpliqué, au mystérieux et à l'ufologie. Bref, c'est un homme simple qui adore se poser des questions là où tout le monde préfère ne pas regarder. Et c'est justement à lui que Matilda aurait envoyé son incroyable témoignage, peu de temps avant sa mort. Imaginez un peu la scène. Un jour, vous recevez un colis avec des notes dactylographiées, des enregistrements et une lettre qui vous explique que vous êtes désormais le dépositaire d'un des plus grands secrets de l'histoire moderne. C'est dingue, hein ? Et là où Lawrence Spencer est plutôt honnête malgré tout, c'est qu'il ne prétend pas avoir la preuve absolue de ce qu'il publie. Dans la préface de son livre, il explique clairement « Je ne peux pas vérifier si tout cela est vrai, mais je ne peux pas non plus prouver que ça ne l'est pas. » En gros, il nous dit « Je vous partage le truc, maintenant, débrouillez-vous avec ça. »
Alors oui, certains vont dire que c'est juste un rêveur et un amateur de science-fiction. D'autres y verront un relais courageux d'une vérité trop énorme pour être acceptée. À chacun son point de vue. Mais si Lawrence Spencer a bien eu entre les mains un dossier authentique provenant de Matilda McElroy, au moins lui, il a eu le cran de le partager au grand public. Mais que nous raconte exactement ce livre? Que disent ces interrogatoires et ces échanges entre cette modeste infirmière militaire et cet être extraterrestre? Et comment Matilda McElroy s'est retrouvée face à cette entité exogène, répondant au nom de Earl? Tout commence juste après le crash de Roswell en juillet 1947. L'armée récupère des débris, des morceaux de métal inconnus, et au milieu de ce champ de bataille, surprise, des corps extraterrestres. Parmi les 3 ou 4 entités exogènes trouvées sans vie aux abords du vaisseau écrasé, se trouve un corps toujours vivant. Un extraterrestre capturé et placé sous très haute sécurité sur la base militaire la plus proche. Là, les militaires font ce qu'ils savent faire de mieux, tenter d'interroger la créature. Mais autant vous dire que ça ne va pas se passer exactement comme ils l'espéraient. Pas un mot, pas un geste, juste un silence intersidéral. Pour faire parler la créature, ils essayent tout. Les scientifiques, les traducteurs, les psychologues. Rien. Des ondes radio, des signaux lumineux. Rien. Utilisation de gestes, d'images et de symboles. Toujours rien. Ils ont même utilisé des tests médicaux, incluant des examens physiques et des tests, qui finalement ont eu pour effet d'effrayer la créature et de la fermer encore plus à toute interaction. Autant dire qu'elle n'a pas vraiment apprécié l'expérience. C'est à ce moment-là qu'entre en scène Matilda. À la base, elle est infirmière dans l'armée et elle a été affectée à cette mission ultra secrète sans trop savoir ce qui l'attendait. Son rôle officiel, veiller sur la santé de la créature, mais très vite elle comprend que ça va être un peu plus spécial. Parce que, voilà, contre toute attente, l'extraterrestre décide de communiquer avec elle. Pas en parlant ni en écrivant, mais par télépathie, par transmission de pensée directement dans son esprit. Et c'est là que tout change. Là où les militaires brutaux et dogmatiques avaient échoué, une simple infirmière devient l'interlocutrice privilégiée de ce qui pourrait bien être l'un des plus grands événements de l'histoire moderne. Imaginez la scène. Matilda, infirmière militaire, se retrouve seule dans cette pièce froide et ultra sécurisée, sous la surveillance de hauts gradés de l'armée derrière des glaces sans teint. Et face à elle, quelque chose d'inconnu et d'effrayant. Une petite créature à la peau brunâtre, avec une grosse tête, des yeux immenses, noirs, insondables. Earl ne bouge presque pas, ne parle pas, silence total. Un peu gênant, on va pas se mentir. Et puis, sans prévenir, ça arrive. Pas un mot, pas un son, juste une présence dans l'esprit de Matilda, comme une pensée claire qui ne vient pas d'elle, mais qui résonne dans sa tête avec une évidence presque familière. « Bonjour, n'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. » Matilda reste bouche bée, parce que, faut bien le dire, elle pensait venir vérifier une tension artérielle, pas recevoir un message télépathique de la part d'un visiteur intergalactique. Peu à peu, ce qui ressemblait à un simple frisson dans son esprit devient un message. Pas des mots articulés, mais des idées, des images, des émotions, des pensées qui s'enchaînent, comme si quelqu'un écrivait directement dans son cerveau. Earl se présente. Son nom s'impose à Matilda comme une évidence. Pas un mot humain, mais la sensation que ce son, Earl, est la meilleure approximation pour décrire qui elle est. Et rapidement, l'extraterrestre lui fait comprendre une chose essentielle. Ils ne pourront jamais comprendre, ils n'écoutent pas avec leur esprit, mais toi, oui. Matilda comprend alors qu'elle est devenue, sans l'avoir cherché, l'unique intermédiaire entre cette entité et notre monde. Là où les militaires s'acharnent avec leurs appareils, leurs procédures et leurs tests, pas franchement délicat, Earl a choisi le chemin le plus simple, celui de l'esprit à l'esprit, avec une seule personne de confiance. Ce moment presque irréel marque le début de semaines d'échanges inédits, où une simple infirmière militaire va recevoir des révélations dépassant tout ce que l'on peut imaginer. Et croyez-moi, on n'a encore rien vu.
Alors forcément, les militaires, face à ces échanges télépathiques privés, qui leur échappent complètement, ont commencé à paniquer un peu. Ils se sont dit, bon, on va appeler un spécialiste, quelqu'un qui s'y connaît en langue, en communication. Ils firent donc appel à un linguiste japonais, un type brillant, qui a examiné la situation et en est arrivé à la conclusion que 2 solutions étaient possibles. Soit l'infirmière apprenait la langue de l'extraterrestre, soit l'extraterrestre devait apprendre l'anglais. Bon, apprendre l'alien, c'est pas super pratique, surtout sans méthode adaptée. Donc ils ont opté pour la deuxième option, aider Earl à apprendre l'anglais. Mathilda a donc apporté des livres, des manuels d'apprentissage pour enfants, des dictionnaires. Et là, accrochez-vous bien, Earl a tout absorbé en quelques jours à peine. Earl ne dormait pas, jamais. Visiblement, elle n'en avait pas le besoin biologique. Résultat, l'alien passait littéralement 24 heures par jour à lire, à apprendre et à engranger toute forme de connaissance. Et c'est pas tout. Une fois l'anglais maîtrisé, Earl ne s'est pas arrêté là. Elle a commencé à dévorer tout ce qu'on lui a donné. Livres d'histoire, ouvrages scientifiques, œuvres de philosophie, romans, tout y passait, une véritable boulimie de savoir. Mathilda raconte qu'en l'espace de quelques jours, Earl avait engrangé une connaissance phénoménale sur notre civilisation, nos valeurs, nos cultures, et soyons honnêtes, probablement nos travers aussi. Et pendant que les militaires se perdaient dans leur protocole, Earl, elle, découvrait Shakespeare, Einstein ou Platon. Et elle obtient rapidement une culture générale terrienne bien supérieure à celle de l'infirmière avec qui elle échangeait. Mais au moins, maintenant, Mathilda et Earl pouvaient se comprendre dans une même langue. Et ça change tout. Une fois l'anglais maîtrisé et des montagnes de bouquins avalés sans sourciller, Earl est passée aux choses sérieuses. Elle a commencé à répondre aux questions de Mathilda. Enfin, répondre. Plutôt dérouler un fil d'informations absolument vertigineux. Earl explique à Mathilda qu'elle n'est pas un simple visiteur perdu dans l'espace. Elle est un officier, pilote et ingénieur au sein d'une organisation gigantesque, le Domaine. Une puissance galactique, très ancienne, organisée et méthodique qui surveille d'innombrables systèmes stellaires. « Je suis un officier du Domaine », dira-t-elle. « Mon rôle est d'explorer, d'observer et de protéger les intérêts du Domaine dans cette région de la galaxie. » Pas un simple éclaireur donc, un vrai haut gradé avec des responsabilités énormes. Earl insiste beaucoup là-dessus. Son rang n'est pas anodin. Elle appartient à une élite spécialisée, formée pendant des milliers d'années. Oui, parce que chez eux, l'expérience, ça se compte pas en trimestres. Le Domaine, selon elle, est une organisation qui contrôle une large portion de la Voie lactée et leur civilisation fonctionne sur des bases de rigueur, de discipline et de connaissances infiniment plus avancées que ce que nous pouvons concevoir. Et là où Mathilda reste bouche bée, c'est quand Earl lui dit que les êtres du Domaine ne possèdent pas de corps physique comme nous. Le corps qu'elle occupe actuellement est artificiel, conçu pour naviguer dans des environnements variés. En réalité, elle est une conscience immortelle, ce que Earl appelle un ISBE, I-S-B-E, qui choisit et change de véhicule en fonction des missions. Earl le dit d'ailleurs avec calme et assurance. Son corps n'a rien de biologique au sens où nous l'entendons. Pas de chair fragile, pas d'organes délicats, mais une structure mécanique et biologique ultra sophistiquée, conçue spécialement pour accueillir et servir son esprit. En gros, Earl habite une sorte de véhicule organique artificiel, un corps qu'elle peut utiliser, quitter et changer selon les besoins de ses missions. Ce corps est entièrement conçu et fabriqué par le Domaine pour offrir une résistance extrême aux différents environnements où elle est envoyée, atmosphère, température, modification de la gravité. Elle décrit ce corps comme un véhicule biomécanique, ni véritablement vivant, ni véritablement machine, mais quelque chose entre les deux. Une structure parfaitement pensée, sans défaut, destinée à exécuter des missions dans des conditions extrêmes, et surtout complètement contrôlée par la pensée. Earl n'a pas besoin de nourriture, ni de sommeil, ni même d'air. Son corps fonctionne en autonomie totale. Des propres mots de l'alien, ce corps est un dispositif conçu par le Domaine. Il ne vit pas, il fonctionne. Ce qui alimente le corps, c'est tout simplement
l'esprit qui l'habite, l'énergie vitale ne vient pas d'un apport extérieur, mais de la conscience elle-même, qui impulse, pilote et nourrit cette structure à travers des flux énergétiques intérieurs. Imaginez un ordinateur sans câble d'alimentation qui fonctionnerait uniquement grâce à la puissance mentale de son utilisateur. Et c'est exactement ça. Earle explique que son corps est parcouru par un système électrique sophistiqué, entièrement piloté par la pensée. La conscience donne l'impulsion et le corps réagit, s'anime et fonctionne. Sans cet esprit, ce corps n'est rien d'autre qu'un outil inerte, une coquille vide. Chaque corps créé par le domaine est spécifiquement réglé sur la fréquence vibratoire de l'esprit de l'Isbi qu'il va accueillir. C'est comme un gant sur mesure qui accueillerait une main spirituelle. Et il en va de même pour leurs vaisseaux spatiaux, leurs aéronefs. Earle expliquera à Mathilda que son vaisseau n'est pas un simple engin mécanique. Ce n'est ni un assemblage de pièces mécaniques, ni un tas de boulons sophistiqués. Non. Leur vaisseau est en réalité conçu exactement selon le même principe que leur corps physique. Une structure biomécanique intelligente conçue pour devenir un véritable prolongement de l'esprit qu'il pilote. Comme mon corps, mon vaisseau est une enveloppe. Il est vivant à sa manière et il répond à la pensée, dira-t-elle. Pas besoin de tableau de bord, pas de levier ni de commande manuelle. Chaque vaisseau est littéralement relié à la conscience de son pilote. Il fonctionne grâce aux impulsions mentales de l'être qui l'habite. Leur technologie repose sur des alliages et matériaux biomécaniques capables d'interagir avec l'énergie spirituelle de l'Isbi qui les commande. En clair, Earle pense à une direction, une vitesse ou une manœuvre et le vaisseau obéit immédiatement, sans délai, sans interface. Tout comme leur corps est alimenté par l'énergie de l'esprit qui l'habite, leur vaisseau est nourri et piloté par cette même énergie vitale, canalisée et dirigée par la pensée. Au fur et à mesure des échanges entre la jeune infirmière et l'extraterrestre détenu par les militaires américains, d'autres informations vont être divulguées par l'alien. Earle explique notamment qu'elle ne vient pas seule. Elle fait partie d'une immense organisation galactique qu'elle appelle donc le Domaine. Une civilisation très ancienne, organisée, ultra avancée, qui occupe et contrôle de vastes portions de notre galaxie depuis des milliards d'années. Par la suite, elle dira même à Mathilda « La Terre n'est pas un hasard dans l'univers. C'est ce que nous appelons une planète prison. Une planète prison. » Ouais, vous avez bien entendu. Selon Earle, la Terre est une sorte de gigantesque centre de détention cosmique. Un endroit où des entités spirituelles, qu'elle appelle des Isbi, c'est-à-dire des êtres immortels, des consciences sans forme, des âmes, des esprits, sont envoyés et piégés, réincarnés en boucle dans des corps humains, sans se souvenir de leur vie passée. Ces esprits, selon elle, sont prisonniers d'un cycle sans fin d'amnésie et de réincarnation forcée. Et c'est pas tout. Earle précise que cette situation dure depuis des milliers d'années et que personne sur Terre ne s'en rend compte. Mathilda, qui note tout dans son journal, commence à comprendre qu'elle est face à un récit qui dépasse tout ce qu'elle pouvait imaginer. On ne parle pas juste d'un extraterrestre venu dire bonjour, mais d'un système de contrôle à l'échelle cosmique. Pour Earle, les êtres humains sont bien plus que de simples créatures biologiques. Nous sommes tous, à la base, des consciences immortelles, complètement amnésiques et piégées ici-bas. Au fil des échanges, Mathilda ressent très vite quelque chose d'étrange dans la façon dont Earle s'exprime à propos des humains. Il n'y a ni chaleur, ni compassion, mais plutôt un mépris presque glacial et une impression très nette de supériorité de sa part. Earle ne s'en cache pas d'ailleurs, elle se considère largement au-dessus de l'humanité, intellectuellement et spirituellement. Chaque fois qu'elle parle de nos sociétés, de nos choix et de notre histoire, son ton est empreint d'une forme de condescendance, comme si elle observait une colonie de fourmis inférieures. C'est pas de la haine, c'est plutôt un profond mépris mêlé à de l'indifférence. Pour Earle, l'humanité est un peuple perdu et primitif, prisonnier d'un système qu'il ne comprend même pas. Une espèce mineure, sans grande valeur aux yeux d'un officier du domaine. Elle a par ailleurs une aversion totale pour les militaires qui la retiennent et tentent de lui extraire des informations. C'est pour cela qu'elle ne souhaite échanger qu'avec Mathilda, qu'elle considère comme honnête et humainement intéressante.
Au fil des jours, une vraie relation presque amicale semble s'installer entre Mathilda et Earl. Leurs discours sont de plus en plus naturels et spontanés, mais l'alien met toujours un point d'honneur à ne jamais divulguer trop d'informations sur elle, sur son origine, sa civilisation ou sa technologie. Earl persiste dans son dédain envers les autorités militaires et pèse chacun de ses propos, ne répondant aux questions de Mathilda que quand ces dernières lui semblent exemptes de tout intérêt pour les militaires de la Terre. Un jour, l'extraterrestre prend la parole et s'adresse directement et spontanément à Mathilda. Elle lui dit posément ceci. « J'appartiens au corps expéditionnaire du domaine, dans ce secteur de l'espace depuis des milliers d'années. Cependant, je n'ai pas eu de contact direct avec des êtres terrestres depuis 5965 avant Jésus-Christ. Ce n'était pas ma fonction principale d'être en contact avec les habitants d'une planète située aux limites du domaine. Je suis un officier, pilote et ingénieur, avec de nombreuses tâches à accomplir. Toutefois, bien que je maîtrise 347 autres langues à l'intérieur du domaine, je n'avais jusqu'à présent jamais été exposé à la langue anglaise. La dernière langue que j'ai pratiquée est le sanskrit des hymnes védiques. À cette époque, j'étais membre d'une mission chargée d'enquêter sur la perte d'une base du domaine située dans les montagnes de l'Himalaya. Un bataillon entier d'officiers, de pilotes et de personnel administratif avait disparu et la base fut détruite. Il y a plusieurs millions d'années, j'ai été formé et j'ai servi en tant qu'officier du renseignement, spécialisé dans l'évaluation des données et le développement de programmes pour le compte du domaine. En vertu de mon expérience dans ces technologies, j'ai été envoyé sur Terre en tant que membre de l'équipe de recherche. L'une de mes missions consistait à interroger les populations humaines qui habitaient les zones avoisinantes à cette époque. Un grand nombre d'habitants de la région rapportèrent avoir vu des vimanas ou des vaisseaux spatiaux dans la zone. Compte tenu de la cohérence des indices, des témoignages et des observations, ainsi que de l'absence de preuves formelles, j'ai conduit mon équipe jusqu'à la découverte qu'il existait encore, totalement à notre insu, des vaisseaux et des installations de l'ancien empire, dissimulés dans ce système solaire. Vous et moi avons été dans l'incapacité de communiquer dans votre langue, parce que je n'avais jamais été exposé ici à la langue anglaise auparavant. Toutefois, à présent que j'ai parcouru les livres et le matériel que vous m'avez fourni, ces données ont été transmises jusqu'à notre station spatiale dans cette région et traitées par notre officier de communication au moyen de notre technologie. Ces données ont été traduites dans ma propre langue et relayées vers moi dans une version intelligible. J'ai également reçu des informations complémentaires à partir des dossiers relatifs à la langue anglaise archivés dans nos bases de données, ainsi que des archives du domaine concernant les civilisations terrestres. À présent, je suis prêt à vous apporter certaines informations que je pense être d'une grande valeur pour vous. Je vais vous dire la vérité, même si la vérité est relative à toutes les autres vérités. Je souhaite partager avec vous aussi honnêtement et exactement que possible la vérité telle que je l'aperçois, dans les limites de mon intégrité, de ma personne et de ma race, sans violer mes obligations vis-à-vis de l'organisation que je sers et à laquelle j'ai fait serment de défendre et de protéger. À ce stade de ces révélations, Earl parle d'une force obscure et tentaculaire, l'Ancien Empire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cet Ancien Empire ? Imaginez une civilisation immense, incroyablement avancée, qui régnerait sur de vastes portions de la galaxie depuis des millions d'années. Une superpuissance cosmique qui ne se contenterait pas de visiter les planètes, mais qui les contrôlerait dans les moindres détails. Et comment contrôlait-elle ces planètes ? Pas avec des tanks et des bombes. Non, c'est beaucoup plus sournois que ça. L'Ancien Empire avait mis en place un système de prison spirituelle à grande échelle. Leur spécialité, piéger des consciences immortelles, ce que Earl appelle les Isbi, leur effacer la mémoire et les coincer sur des planètes comme la Terre, où elles se réincarnent en boucle sans jamais se souvenir de qui elles étaient vraiment. Selon Earl, nous sommes tous des prisonniers spirituels, coincés ici dans un gigantesque cycle d'amnésie, à rejouer encore et encore la même pièce, sans en connaître ni le scénario, ni la sortie de secours. Pour entretenir ce système, l'Ancien Empire avait disséminé des bases secrètes, des stations de contrôle camouflées un peu partout dans notre système solaire.
Ces installations projetaient des champs de force énergétique qui empêchaient les esprits de s'échapper après la mort et les renvoyaient à la case départ, avec un reset complet. Game over et on recommence. Mais voilà, un jour, le domaine, cette autre grande civilisation à laquelle appartient Earl, a découvert ses prisons invisibles. Et là, clash intergalactique. Le domaine a commencé à détruire les installations de l'ancien empire, mais pas toutes. Earl avoue d'ailleurs que certaines de ces installations pourraient être encore actives aujourd'hui, quelque part bien cachées dans notre système solaire. Et quand Earl parle de l'ancien empire, son ton est sans appel. Mépris, dédain et une totale absence de respect pour ce système qu'elle qualifie de cynique et cruel. En résumé, selon elle, la Terre n'est pas juste une petite planète bleue sympa, c'est une prison à ciel ouvert. Et nous, on est là à tourner en rond sans le savoir pendant que d'anciens systèmes de contrôle galactique maintiennent ce cycle depuis des millénaires. Dans ses révélations, Earl ne cache pas ce qu'elle pense de l'ancien empire. Elle décrit cette ancienne puissance cosmique comme un régime totalitaire dirigé par des élites corrompues et cruelles, dont le seul but était d'asservir les peuples des autres planètes, de les réduire en esclavage et de maintenir leur domination par la force et la manipulation. L'ancien empire était dirigé par des autorités despotiques, obsédées par le contrôle absolu. Les êtres libres étaient capturés, leurs souvenirs effacés, leur esprit brisé, puis réincarnés de force dans des corps biologiques, sans aucun souvenir de leur identité. Ces dirigeants vivaient, selon Earl, dans la débauche, la cruauté et la violence, écrasant sans pitié toute tentative de rébellion. Le plaisir sadique de soumettre et de manipuler était pour eux un mode de fonctionnement. Les planètes sous leur joug n'étaient pas des membres d'une fédération, mais des colonies prisonnières exploitées, vidées de leur essence spirituelle et piégées dans un cycle sans fin de servitude. L'ancien empire ne connaissait ni la liberté ni la compassion. Il ne reconnaissait que l'ordre, la soumission et la force brute. À travers ces mots, Earl décrit un système d'une froideur mécanique, cruelle et pervers, où la technologie et la puissance spirituelle étaient utilisées non pas pour élever les civilisations, mais pour les asservir à jamais. Alors, stratégiquement parlant, et ça n'engage que moi, attention, mais l'introduction scénaristique d'un grand méchant sous l'appellation de l'Ancien Empire permet à Earl de se faire passer, elle et le domaine qu'elle sert, comme les bons, les justes, le camp du bien, quoi. Pourtant, ce qui frappe Mathilda au fil des échanges, c'est ce ton, cette manière dont Earl parle. Il n'y a aucune émotion dans ses propos, pas de tristesse, pas de joie, pas de colère. Pas même un soupçon de curiosité. Tout ce qu'elle dit est transmis avec un calme parfait, un détachement presque glacial. Earl ne parle jamais de ce qui est bien ou mal. Ces notions semblent tout simplement ne pas exister dans son univers mental. Il n'y a que des faits, des constats, des réalités observées et des ordres à exécuter. Elle est là pour remplir sa mission, rien d'autre. L'empathie, la compassion, la compréhension émotionnelle des autres êtres, tout cela semble étranger à sa nature. De ses propres mots, je vous transmets ces informations parce que j'ai été autorisé à le faire. Je vous dirai ce que je sais dans la limite de mon devoir et sans violer ma loyauté envers l'organisation que je sers et que j'ai juré de défendre et de protéger. Chez elle, tout est affaire de service, de loyauté et d'obéissance au domaine. Ni plus, ni moins. Et c'est peut-être ça le plus déstabilisant pour Mathilda. Avoir face à elle un être d'une intelligence colossale, capable de comprendre et d'expliquer l'univers, mais qui semble totalement déconnecté de ce qui fait l'essence humaine, les émotions. Au passage, Earl mentionne également que l'asservissement politique, économique et religieux fait partie intégrante des méthodes de contrôle mental servant à réduire en esclavage les populations de la Terre. Durant ses échanges avec Mathilda, l'alien stipulera également que des guerres et une absence totale de spiritualité restent le meilleur moyen de contrôler une population et de stopper l'évolution et l'élévation d'une espèce. Et
Croyez-le ou non, mais il semblerait que tout ceci soit encore en vigueur au moment où je vous parle. D'après Earle, la Terre serait donc une planète ghetto, toujours sous le joug de l'Ancien Empire, malgré le fait que, officiellement, cette planète, donc la nôtre, est censée appartenir au domaine. En fait, avec le discours de Earle, c'est un peu comme avec nos hommes politiques. Ils constatent un problème, concret et bien réel. C'est eux qui sont aux manettes et qui contrôlent tout depuis des lustres. Mais c'est pas de leur faute, c'est à cause de leurs prédécesseurs. Sauf que les prédécesseurs, ils ont fait exactement la même chose que ce que eux sont en train de faire. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, cette histoire quand même. Bref, d'après les propos de cet extraterrestre, la Terre ne serait qu'une prison composée de 2 types d'êtres. D'un côté, les terriens authentiques, originaires de la Terre, qui seraient donc piégés dans ce cycle de réincarnation, bloqués sur cette planète. Et de l'autre, les Isbi déportés, des âmes damnées sortes de prisonniers irrécupérables de tout l'univers, qui, faute de savoir réellement quoi en faire, auraient été éjectés sur notre planète, eux aussi pris au piège de cette boucle de réincarnation. Super le programme. Donc si jamais vous êtes une bonne personne, un terrien authentique, non seulement vous êtes piégé pour l'éternité dans un cycle de réincarnation amnésique sur cette même planète, mais en plus, vous vous retrouvez en compagnie des pires crapules de l'univers. Cela dit, au vu de l'actualité en ce moment, elle disait peut-être vrai, Earle. Alors, petite anecdote intéressante, d'après Earle toujours, notre cher Nikola Tesla, génie sans pareil de la fin du 19e et du début du 20e siècle, aurait été un officier du domaine incarné sur Terre, une sorte d'agent infiltré censé aider au développement de notre civilisation. Bon, du coup je suppose que la fin de sa mission n'a pas vraiment été inscrite sur le panneau extraterrestre des grandes réussites. Mais il y a tout de même un point que Earle va soulever et avec lequel je suis personnellement entièrement d'accord, concernant nos scientifiques. Earle stipule entre autres, lors de ses échanges avec Mathilda, que nos scientifiques sont particulièrement incompétents, et ce pour une seule et bonne raison. Ils ne prennent pas en compte la notion immatérielle et spirituelle de la vie. Pour faire simple, tant que pour eux, un être vivant sera juste une pièce de viande qui bouge, ils ne comprendront jamais l'essence même de la vie et de notre univers. En refusant catégoriquement d'admettre l'invisible, l'immatériel et le non quantifiable comme valeur fondamentale du vivant, nos scientifiques se limitent à des êtres matérialistes et surtout potentiellement dangereux. Mais ce qui ressort le plus dans les propos de Earle concernant notre planète, et nous par la même occasion, c'est l'insignifiance de notre existence. Que ce soit la Terre ou les êtres humains, pour Earle, nous sommes sans aucune valeur, totalement insignifiants et inutiles. Visiblement, le tact et la délicatesse ne font pas franchement partie des qualités des gens du domaine. Mais bon, ils nous sont supérieurs en tout point, donc... Lors du dernier entretien avec Mathilda, le 24 août 1947, Earle annonce à l'infirmière que l'heure est venue pour elle de repartir chez elle, de retrouver ses fonctions dans sa station spatiale, et que son corps physique artificiel, ici présent, va donc mourir et cesser de fonctionner. Elle stipule par ailleurs qu'elle le laisse volontiers aux militaires américains de la base où elle se trouve, afin qu'ils puissent l'examiner, l'autopsier sous toutes les coutures, en sachant pertinemment qu'ils ne sont pas prêts de comprendre comment ça fonctionne. Elle précisera au passage que si son corps physique a résisté au crash de l'aéronef, cela est dû au fait que son enveloppe artificielle est propre à son grade d'officier, et donc beaucoup plus résistant, à l'inverse de ses équipiers hiérarchiquement inférieurs, morts dans l'incident, qui, eux, possédaient des corps artificiels partiellement biologiques, beaucoup plus fragiles et donc de moindre qualité. À la suite de cette déclaration de l'alien, les plus hauts gradés de l'armée interviennent, de peur de perdre une source d'information capitale qui leur offrirait un avantage militaire incontestable. Je vous rappelle quand même que, depuis le début de cette histoire, Earle n'a strictement rien divulgué qui ait un intérêt militaire sur les technologies ou les connaissances scientifiques utilisables par l'armée.
Earl refusant donc totalement la moindre concession avec les soldats américains, 4 officiers entrent alors dans la pièce. 2 maintiennent Matilda sur sa chaise, tandis qu'un scientifique en blouse blanche fait son apparition, escorté par des militaires armés. Un bandeau est alors placé sur la tête de l'extraterrestre avant de lui faire subir une véritable rafale d'électrochocs qui la poussera à devoir repartir dans sa cellule sur un brancard, mais sans avoir prononcé un seul mot en faveur des forces armées qui la retiennent. La pauvre Matilda sera terriblement marquée par ce triste spectacle. Elle sera consignée par sa hiérarchie, enfermée, de force, mise sous garde et recevra la visite d'un général de l'armée, accompagné du scientifique ayant fait subir les sévices à l'alien. De quoi instaurer une peur inoubliable à cette pauvre femme qui tiendra le silence sur cette affaire jusqu'à sa mort. Durant les jours qui suivront, on présentera régulièrement l'infirmière devant Earl, qui ne communiquera plus jamais. Cela entraînera par ailleurs la colère des hauts gradés de l'US Army, qui s'acharneront alors sur cette pauvre infirmière, la faisant passer au détecteur de mensonges, puis au sérum de vérité, avant de la consigner dans sa chambre avec interdiction de sortie. Elle sera ensuite gentiment remerciée par l'armée américaine qui lui fera signer une clause de confidentialité selon laquelle, si les informations de ce dossier venaient à être divulguées, cela relèverait de la trahison d'État et se verrait immédiatement sanctionné par la peine de mort. Quelque temps plus tard, Matilda McElroy recevra un troublant message télépathique tandis qu'elle réfléchissait paisiblement et tranquillement. Elle reconnaîtra immédiatement la voix de Earl, qui lui dira que tout allait bien. Son Isby, son esprit donc, avait réussi à quitter son corps artificiel juste avant les premiers électrochocs du scientifique. Et elle a donc retrouvé sa base spatiale sans encombre, in extremis. Bon là, je vous ai fait un bref résumé de toute cette affaire, mais les informations contenues dans ce dossier sont réellement passionnantes. Alors, science-fiction, réalité, info ou intox? Difficile à dire. Le problème majeur, c'est qu'il n'y a aucune preuve, puisque Lawrence Spencer, l'éditeur de ce livre, aurait détruit tous les courriers et documents transmis par Matilda McElroy, afin de ne courir aucun risque pour sa vie. Ça peut se comprendre, mais du coup, ça veut aussi dire qu'on doit le croire sur parole, et la confiance chez les êtres humains, ce n'est pas vraiment ce qui prédomine. La première concernée, à savoir l'infirmière en question, est malheureusement décédée, donc pas de témoignage direct possible. Et les diverses informations transmises, puisque présentées dans un ouvrage de 2008, ne révèlent pas vraiment une grande nouveauté ou une quelconque divulgation. Bref, chacun se fera sa propre idée et aura sa propre opinion sur ce dossier. Mais pour ma part, j'adore cette affaire. Le scénario d'un Roswell 2 avec une entité exogène encore vivante après le crash, qui communique uniquement avec une petite infirmière sortie de nulle part en méprisant totalement les hauts gradés qui l'entourent. Moi, personnellement, j'adore, ça me fait rêver. Je sais, c'est pas parce que ça me fait rêver et que j'adore cette histoire que ça veut dire qu'elle est vraie. Mais quand même, juste pour le côté prenant de l'histoire, moi je mets un petit pouce bleu. Par contre, même si je veux bien admettre que cette histoire puisse être vraie, attention les amis, je pense que les informations transmises par Earl sont en grande partie de la désinformation. Une belle part de vérité tartinée d'une bonne couche de mensonges. L'accusation inversatoire, vous connaissez ? Pour ma part, je pense que l'Ancien Empire, si décrié par Earl, pourrait bien être en réalité les gentils de l'histoire. Et que le domaine, si cher au cœur de l'alien, ne serait pas forcément aussi bienveillant qu'on a essayé de nous le faire croire. Bah oui, les gris sont partout en ufologie, faut bien l'admettre. Mais ils sont surtout dans tous les coups fourrés. Abduction, mutilation, manipulation de masse, échanges gouvernementaux top secret. Même si rien n'est officiellement prouvé, vous admettrez qu'à chaque fois qu'il y a un traquenard étrange et malsain dans un dossier ufologique, il y a toujours un petit gris dans l'histoire. Donc, méfiance. Mais puisque chacun est libre de croire ce qu'il veut, vous pouvez penser ce que vous voulez de cette affaire. Tant que cela vous pousse à réfléchir, à vous questionner et à vous interroger,
C'est le principal. Parce que, au final, que ce dossier Earl soit un mythe, une désinformation bien ficelée ou un fragment de vérité cosmique, cette histoire, elle, a au moins le mérite de nous rappeler à quel point nous pouvons ignorer l'essentiel.